Bon, bah super, je pense qu'on peut commencer. Ça va, tout le monde nous entend bien? C'est bon. Alors, merci d'être aussi nombreux. C'est toujours un plaisir pendant la pause déjeuner. On a tendance à penser que les gens vont aller manger plutôt que d'écouter la énième conférence. Donc, on est ravis que le sujet vous intéresse parce que c'est vraiment un sujet passionnant. La question des modèles d'affaires à impact positif. Donc, comment est-ce qu'une entreprise, on va en parler tout au long de cette séance, mais comment est-ce que les entreprises intègrent au cœur de leur modèle d'affaires la volonté d'avoir un impact positif sur la société ou l'environnement. C'est ça qui nous occupe aujourd'hui. Donc, juste pour que vous nous resituiez, on va aujourd'hui discuter avec vous à trois mains. Donc, je m'appelle Sophie Labbé, je suis directrice associée d'Utopie. Donc, Utopie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence spécialisée dans la stratégie et le développement durable. On a été créé il y a 30 ans par Elisabeth Laville. Et la mission de l'entreprise depuis 30 ans, c'est d'accompagner les entreprises dans la transition et notamment au moyen de la transformation radicale des pratiques et des modèles d'affaires. Léa Brumter, je suis manager chez Utopie également, avec Sophie, et je m'occupe plus particulièrement des sujets de B Corp et tout le programme IBM Series qu'on va présenter aujourd'hui et dont on va un peu parler. Bonjour, moi c'est Mathilde Fermot, je suis responsable de la pédagogie et des programmes chez Bilab France. Bilab France qui est donc la branche française de l'ONG internationale qui porte le mouvement B Corp en France. Donc voilà. Super. Donc peut-être certains d'entre vous nous auront déjà vu l'année dernière prendre la parole sur le sujet. Donc Elisabeth et Climène à l'époque de Bilab France étaient venus pour présenter déjà une note de position qu'on avait sortie et publiée à l'occasion de ProDurable l'année dernière sur les modèles d'affaires à impact et pour lancer surtout un programme de recherche et d'expérimentation sur la question des modèles d'affaires à impact. Et Léa en parlera un petit peu plus en détail. Aujourd'hui, on revient pour présenter déjà quelques learnings de cette année d'exploration et surtout pour vous présenter quelques outils qu'aujourd'hui on est amené à utiliser pour accompagner les entreprises. Donc il y a deux volets. Nous, on a deux objectifs aujourd'hui en partenariat avec Bilab. C'est déjà de permettre aux dirigeants d'entreprises qui s'intéressent au sujet, que les entreprises soient certifiées B Corp ou pas, mais de comprendre c'est quoi un modèle d'affaires à impact et comment est-ce que si je souhaite engager mon entreprise dans cette transition, comment je m'y prends et avec quel outil, comment j'embarque mes équipes et comment je fais. Alors évidemment, nous, on fait des ateliers qui durent des journées, des demi-journées, voire 2 jours. Donc là, c'est juste un petit aperçu de certains outils et certains grands principes à avoir en tête. Et si vous voulez en savoir plus, on est encore dans le processus de définition et vous verrez, vous avez des petites enveloppes sur les chaises, donc ça sera à partager, il y en a une pour 2 personnes et on va vous demander de travailler un petit peu aujourd'hui pour que ça ne soit pas juste descendant, on va vous faire réfléchir on va vous demander de réfléchir à si vous étiez dirigeant d'une entreprise fictive, sur quel IBM est-ce que vous vous projetteriez et ce sera l'occasion d'en discuter avec vous et de regarder certains des outils que nous mettons à votre disposition. Essayez de garder la surprise. Je vois que certains ont déjà ouvert impatients les enveloppes et vous avez bien raison. Mais on va vous laisser le temps d'étudier les différents artefacts. Voilà. Alors, la question des modèles affaires à impact, c'est vraiment, et ça reste une question d'actualité. On commençait à en parler l'année dernière. Ça fait déjà quelques années qu'on en parle. Mais il est évident qu'au vu du contexte actuel d'urgence climatique, ça reste un sujet absolument essentiel. Donc les entreprises sont quand même aujourd'hui sommées de réfléchir à comment elles peuvent s'engager sur une voie de post-croissance ou alors de croissance durable, mais surtout comment est-ce qu'elles peuvent, au-delà de l'excellence opérationnelle, et Mathilde en reparlera plus en détail de leurs activités, au-delà de réduire les activités et les impacts négatifs de leurs activités, comment est-ce qu'elles arrivent à transformer leur modèle d'affaires pour avoir un impact positif sur la société et contribuer, au travers de leur modèle d'affaires, à résoudre des enjeux sociaux et ou environnementaux. Tout l'enjeu, on va le voir, c'est que ça amène à un véritable changement de paradigme. Et ça, c'est pas évident. Et souvent, quand on passe de la théorie à la réalité, on se retrouve face à 2 enjeux. L'enjeu de l'échelle, c'est-à-dire qu'on peut, et beaucoup d'entreprises aujourd'hui font des tests et innovent sur des modèles un peu innovants, un peu rupturistes, mais qui restent à petite échelle et qui représentent qu'un pourcentage faible de leur activité et de leur chiffre d'affaires. Donc le premier enjeu, il est celui du passage à l'échelle et de sortir de l'état d'expérimentation.
Et le deuxième enjeu, mais ça vient résoudre le premier, c'est comment est-ce qu'on arrive réellement dans les faits à concilier la performance économique de l'entreprise avec l'impact positif recherché. Donc tout l'enjeu, c'est ça. C'est comment est-ce que, quand j'ai vraiment intégré l'impact positif au modèle économique, eh ben, si je suis performant économiquement, j'ai un impact positif, mais quand j'ai un impact positif, je suis aussi performant économiquement. Et pour ce faire, c'est pour ça que ce travail, on le mène en partenariat avec B-Lab, parce que je pense que la plupart d'entre vous, aujourd'hui, connaissent la certification B Corp. Le BIA, dont Mathilde reparlera rapidement tout à l'heure, est un outil méthodologique qui est absolument fabuleux, parce qu'on a un questionnaire, hein, le BIA, qui a été éprouvé maintenant depuis plusieurs années par plus de 200 000 entreprises, et on a 6 000 entreprises qui sont certifiées B Corp. Donc on a des critères robustes et éprouvés au fil du temps, et qui laissent une large place aux IBM. Mathilde en reparlera, mais du coup, c'est une source et une base de données extrêmement riche, et ça fait partie des outils qu'on est en train de développer, hein, la structuration de cette base de données, mais qui va donner énormément de pistes, de pratiques inspirantes, d'inspiration pour toutes les entreprises qui souhaitent s'engager dans la voie de la transformation de leur modèle d'affaires. Justement, c'est à moi. Juste une petite introduction sur la façon dont sont traités ce qu'on appelle donc ces IBM, vous l'avez compris, Impact Business Models, dans le B-Impact Assessment, ça fait beaucoup d'acronymes, donc le BIA qui est le questionnaire de mesure d'amélioration de l'impact que propose B-Lab, donc l'ONG qui porte B Corp. Dans ce questionnaire, on va traiter 5 thématiques, si tu peux passer à la slide suivante. Ouais, je veux bien. Trop bien. Merci beaucoup. Au sein de ce questionnaire, donc le B-Impact Assessment, on va demander aux entreprises de se poser un certain nombre de questions, nombreuses, je ne dirai pas le nombre, pour ne pas vous effrayer, sur 5 thématiques. La gouvernance, les collaborateurs, la collectivité, l'environnement et les clients. Quand on parle de collectivité, petite précision, on parle d'engagement civique, engagement local de l'entreprise, parce que ce n'est pas toujours très clair cette traduction en français. On va vous poser, dans chacune de ces thématiques, 2 types de questions. Des questions qu'on appelle d'impact opérationnel. Donc on va vous interroger en tant qu'entreprise, quelle que soit l'activité de votre entreprise, sur la façon dont vous réduisez vos impacts, la façon dont vous limitez vos impacts, la façon dont vous cherchez à atteindre, quelle que soit votre activité, ce dont parlait Sophie, l'excellence opérationnelle. C'est donc la RSE classique, ou qu'on appelle 1.0 chez Utopie aussi un peu. Mais on va vous poser aussi un autre type de questions, et c'est celle-là qui nous intéresse aujourd'hui, ce qu'on appelle les modèles d'affaires à impact. On va vous demander si, sur chacune de ces thématiques, vous avez essayé d'inscrire, vous avez réussi même à inscrire au cœur de votre business model un impact spécifique sur les collaborateurs, la collectivité, l'environnement. Il y en a 23 des modèles qui ont été prédéfinis dans le questionnaire B Corp et qui, donc dans le B-Impact Assessment, et qui peuvent vous aiguiller sur autant d'idées, de modèles d'affaires à mettre en place pour transformer vraiment le cœur de métier de vos entreprises. Justement, on a la petite liste ici. Je ne vais pas tous vous les détailler, ce serait un peu trop copieux pour maintenant. Mais peut-être juste vous les classer par famille pour que vous compreniez un petit peu mieux de quoi on parle, parce qu'on est encore pas mal dans la théorie, mais on va passer dans la pratique juste après. On a des modèles d'affaires à impact qu'on appelle internes, dans le sens où ils vont toucher à la structure de votre entreprise. Je vous prends un exemple simple dans la partie collaborateur, donc dans la deuxième colonne que vous voyez là. On va vous demander si vous vous êtes structuré pour le développement professionnel de personnes victimes d'obstacles chroniques à l'emploi. Sous-entendu, est-ce que vous vous êtes structuré en tant qu'entreprise pour insérer des personnes très éloignées d'emploi en tant qu'entreprise d'insertion, par exemple? Ça, c'est la catégorie de modèles d'affaires impact qu'on appelle interne. Ensuite, on va avoir une deuxième catégorie qui vont porter sur la chaîne de valeur de l'entreprise. On va vous demander, en tant qu'entreprise, est-ce que vous avez structuré vos relations avec votre chaîne de valeur pour que vous apportiez un impact positif, spécifique, significatif sur votre chaîne de valeur. Exemple, réduction de la pauvreté dans la chaîne d'approvisionnement. Mais je n'approfondis pas parce que vous verrez qu'on en parlera un petit peu plus juste après. Et enfin, dernière catégorie de modèles d'affaires à impact,
ceux qui touchent aux produits ou aux services. Je termine par eux parce que c'est les plus faciles à comprendre. C'est est-ce que j'ai décidé de commercialiser ou de produire un produit ou service qui me permet d'avoir un impact positif spécifique. Alors soit sur l'environnement, vous voyez qu'ils sont tous dans la colonne environnement ou dans la colonne client, donc soit sur les clients. Exemple, est-ce que je commercialise un produit qui permet de préserver les ressources, de sauvegarder la biodiversité? Il y a écrit sol et la faune, ça c'est les petites traductions un peu spéciales, mais biodiversité. Est-ce que ça me permet de provoquer un impact positif sur la santé, le bien-être de mes clients, par exemple? Voilà. Je pense que j'ai fait un petit tour d'horizon. Si jamais des questions, on pourra y revenir à la fin, mais vous allez voir qu'on va rentrer dans la pratique pour que vous compreniez un peu mieux de quoi il en ressort. Donc, vous avez compris, nous, ce qui nous intéresse dans B Corp, c'est que B Corp et le BIA, donc le questionnaire d'analyse de B Corp, donne plus particulièrement une grille d'analyse assez unique pour comprendre ce qu'est un business model à impact et en quoi ça peut, quelle forme est-ce que ça peut prendre dans une entreprise. Et c'est vraiment tout le travail qu'on a fait dans le cadre d'IBM Series. Comme Sophie le disait, c'est un programme qu'on a commencé à présenter l'année dernière, qu'on a lancé il y a pile un an, qui aujourd'hui est possible grâce à nos 4 sponsors, Expansiance, Chloé, Piper Heidsieck et Bonduel, et qui nous a permis vraiment de rentrer dans toute la base de données, dans toute la base en gros, de possibles des entreprises qui ont vraiment réussi à allier d'un côté intégration de l'impact au cœur de leur business model avec une viabilité, une pérennité économique du business model qui nous paraît tout à fait exceptionnel. Et c'est vraiment ce qu'on est allé chercher dans ces différentes fiches. Donc vous verrez, tout est en accès libre pour l'instant, tout est disponible sur cette landing page. Donc n'hésitez pas à aller voir, à zoomer et à aller regarder ce qu'il y a. Vraiment, on est allé chercher plein de bons exemples. On a des fiches assez pédagogiques, des fiches plus techniques pour comprendre chacun des IBM. Et là, ce qui est super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va vous présenter vraiment comment rentrer dans les IBM de façon plus concrète pour vous, votre business model, ou en prenant l'exemple d'un business model type. Alors, c'est parti. Ça va être un peu à vous de jouer maintenant. Toute la réflexion sur les modèles d'impact, on va le voir, c'est à la fois, bien sûr, comme on vient de le dire, c'est créer plus d'impact positif pour la société et utiliser la force créative et productive de l'entreprise pour aider à résoudre les enjeux environnementaux et sociaux. Mais c'est aussi garantir la pérennité économique de l'entreprise face à un contexte qui est de plus en plus volatile, incertain, et de créer de la valeur économique pour l'entreprise. Parce qu'une entreprise qui a un impact positif, c'est déjà une entreprise qui est viable économiquement. Alors, on va vous demander de vous associer à quelqu'un, sauf si vous avez chacun une fiche. On a mis une fiche pour deux, une petite enveloppe craft, et on va vous demander déjà de sortir, dans le premier lieu, la fiche entreprise. Parce que techniquement, aujourd'hui, vous êtes les dirigeants de Rose Betty, qui est une entreprise du textile, qui est engagée, qui est une entreprise certifiée B Corp. Et on va vous demander de prendre 2 minutes pour lire un petit peu le descriptif synthétique de cette entreprise et la nature de ses engagements à date. Et oui, effectivement, si vous arrivez à lire au premier rang, c'est plus facile. Ok. Bon, vous pourrez toujours revenir sur cette fiche dans vos réflexions par la suite. Donc, vous êtes des dirigeants de Rose Betty.
Vous avez été mandaté pour réfléchir à comment transformer votre modèle d'affaires pour avoir plus d'impact. Et vous êtes intéressé, vous êtes déjà certifié B Corp et vous voulez vous positionner sur un nouvel IBM. Souvent, hein, c'est les questions qui reviennent vers nous, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont intéressés par plusieurs IBM. Et de fait, hein, dans la réalité, il y a d'abord un travail de priorisation à faire et on va essayer de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on priorise, pourquoi, comment est-ce qu'on choisit un IBM plutôt qu'un autre, parce que la contrainte de la réalité fait que vous avez des ressources qui sont limitées, que ce soit des ressources d'innovation, des ressources humaines, des ressources financières. Donc il y a un travail, c'est un processus d'amélioration continue, on en reparlera tout à l'heure, hein. Bien entendu que plus les entreprises sont mûres, vous prenez une Patagonia, une marque comme Patagonia qui va répondre à plusieurs IBM, mais quand vous êtes au début de votre chemin de transformation, il vaut mieux essayer de cibler les premiers IBM qui vous paraissent les plus pertinents. Et on va réfléchir ensemble à comment choisir cet IBM. Généralement, avant de vous faire travailler, souvent ce qu'on va faire, et c'est très important parce que ce nouveau travail et de réflexion sur les modèles d'affaires, c'est un travail qui force à désiloter les différentes équipes au sein de l'entreprise. Vous allez devoir réunir des personnes de l'opérationnel, des personnes stratégiques, des personnes de l'opérationnel, des personnes des achats, de la R&D, du marketing. C'est un travail qui se veut vraiment transversal. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est déjà, quand on va réfléchir à son modèle d'affaires, se poser la question de c'est quoi l'existant ? Et je pars d'où ? Et d'une façon ou d'une autre, il y a mille et une façons de visualiser son modèle d'affaires. Il y a toutes sortes d'outils. Ça peut être de cette façon-là, ça peut être au travers de la chaîne de valeur. Mais déjà, l'important, ça va être de se poser la question et de comprendre, OK, aujourd'hui, quels sont les leviers de création économique pour mon entreprise ? Donc, quelle est ma proposition de valeur ? Comment je génère des revenus et à quel point est-ce que la génération de mes revenus est connectée et converge avec mon impact positif. Mais aussi commencer à réfléchir à quelles sont les externalités négatives qui sont liées à mon modèle d'affaires aujourd'hui et comment je vais travailler à les minimiser et maximiser les externalités positives. Donc souvent, on va commencer par un vrai premier travail de visualisation du modèle économique pour comprendre les différents leviers et commencer à réfléchir à quels vont être ces points de jonction entre performance économique et création de valeur aussi pour la société. Donc on part d'une première base qui est la compréhension de l'existant. Mais ce qui est intéressant par la suite, c'est aussi le travailler sur les modèles d'affaires. C'est un travail de longue haleine, c'est se projeter dans le futur. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va faire un travail, on aime utiliser des outils de design fiction qui vont nous permettre de nous projeter dans le futur. Parce que personne n'a une boule de cristal, personne ne sait exactement de quoi demain sera fait. On sait bien qu'il y a de plus en plus de volatilité et d'incertitude. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut partir de signaux faibles actuels. Parce que des signaux faibles, on en a un paquet. Vous allez voir au travers des outils qu'on a dessinés pour vous et dont vous allez pouvoir prendre connaissance, tous les scénarios qu'on raconte dans ces outils partent de signaux faibles qui sont déjà existants. Et pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est intéressant de travailler sur ça ? Parce qu'une partie de la performance économique de l'entreprise et de sa capacité à générer un impact positif va venir de sa capacité à construire sa résilience aussi face à des chocs futurs. Fût-ce des chocs réglementaires, environnementaux, réputationnels, médiatiques. Mais il y a toutes sortes de chocs qui vont venir bouleverser, attaquer, transformer le modèle d'affaires, ou en tout cas le mettre en péril. Et les outils de design fiction peuvent nous permettre de projeter des possibles futurs pour que l'entreprise puisse se challenger sur les fragilités de son modèle actuel et réfléchir à comment les adresser. Après, ce qui est super intéressant aussi, c'est que le design fiction va permettre de nous aider à identifier aussi quelles sont les opportunités, des nouvelles opportunités de création de valeur, quelles sont les innovations qui peuvent arriver demain, comment est-ce qu'on va venir se transformer pour justement aller se saisir de ces nouvelles opportunités de création de valeur. Donc voilà. Et ce qui est intéressant de toute façon, et c'est vrai qu'on travaille sur les modèles économiques ou qu'on travaille simplement sur une stratégie business, ce qui est de plus en plus intéressant, c'est aussi de cultiver cette culture de l'adaptabilité. C'est comment je m'empare de signaux faibles pour pouvoir détecter et réagir aux signaux faibles et adapter mes processus. Ça, c'est de l'innovation en permanence et on est toujours dans des processus d'amélioration continue. Mais le design fiction vient cultiver ça. Et enfin, le dernier point que je trouve intéressant aussi, c'est que ça nous permet d'explorer aussi les implications un peu éthiques de l'action ou de l'inaction. Ça nous met face à nos responsabilités. Si je choisis de ne pas agir, quelles sont potentiellement les conséquences pour la société de mon inaction ? Et à nouveau, ce qui est intéressant quand on parle avec
nos clients de ces différents sujets, c'est que c'est très facile pour un COMEX, immédiatement, quand on va présenter un projet de transformation du modèle d'affaires, de la production, de la vente ou des produits de manière générale, de tout de suite voir la complexité que ça implique et potentiellement les surcoûts, l'investissement qui est nécessaire. Mais peu de gens se challengent sur mais quel va être le coût de l'inaction. Donc si demain, je ne prévois pas des évolutions réglementaires, des événements qui pourraient arriver, si je n'ai pas compris où étaient mes points de fragilité, comment je réagis en cas de disruption de ma chaîne d'approvisionnement. Et on est tous très bien placés pour voir, hein, c'est venu de la crise Covid plutôt que d'une autre crise environnementale ou des énergies. Mais, enfin, les énergies, c'est aujourd'hui. Mais peu de gens se questionnent sur le coût de l'inaction. Et ça nous permet de le faire. Donc là, on va vous donner, pareil, 5 minutes pour commencer à regarder ces 2 exemples. Ce n'est pas grave si vous ne les regardez pas dans le détail, hein, il y a beaucoup d'informations. Mais là, on vous présente 2 exemples d'artefacts qu'on peut être amené à utiliser en atelier. Une fausse une du Monde, qui est une édition spéciale sur la mode, éditée en 2030. Donc on est en année 2030. Et on a des cartes aussi qu'on aime utiliser, qui sont des cartes chocs. Et comme je le disais tout à l'heure, ça peut être des chocs réglementaires, des chocs médiatiques, des chocs attentes de la société civile ou des opportunités. On vous laisse 3-4 minutes pour lire un peu ces articles du Monde. Et ceux-là vont être importants parce que juste après, on va vous demander de vous positionner sur des IBM avec un binôme et prenez en compte ces éléments-là dans votre processus de réflexion. Ok, donc vous voilà donc projeté en 2030 avec toutes sortes d'événements qui se passent et qui viennent révolutionner un peu l'industrie du textile. Et ça, c'est une opportunité. Que ça soit vécu là, et écrit dans Le Monde ou sur les cartes comme des chocs qui peuvent venir bouleverser les entreprises ou des opportunités de se transformer, quoi qu'il arrive, c'est une opportunité de penser sa résilience sur le long terme et de comment l'entreprise peut s'engager à avoir un impact positif, soit en accélérant certains de ces événements positifs, soit en aidant à les résoudre. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment de prendre position et de se dire, voilà, j'ai 23 IBM, comme le disait Mathilde, je suis Rose Betty, j'ai des engagements, j'ai une raison d'être, je suis engagée sur certains sujets, j'ai conscience de l'évolution et de la nécessité de transformation de l'industrie du textile dont je fais partie, mais je dois prioriser, à cause du manque de temps, de ressources, un IBM sur lequel je vais bosser sur les 5 prochaines années. Et on priorise parce que, et ça c'est un des sujets, Mathilde en reparlera aussi un petit peu lors des fiches, mais l'idée c'est pas de faire du saupoudrage d'actions sur les IBM, parce que vous pouvez très bien vous dire je vais cocher un petit peu sur chacun des IBM, quelques questions, c'est du saupoudrage, mais ça va pas transformer profondément votre modèle d'affaires. C'est un peu, je prends toujours l'exemple, c'est comme
j'oublie toujours le nom, mais les goals des Nations Unies, où on retrouve, et ça c'est une vision très personnelle, mais sur les rapports développement durable, on voit fleurir pléthore de petits carrés rouges, verts, jaunes, c'est-à-dire on fait un petit peu de tout, mais souvent ça revient à ne pas faire grand-chose en profondeur. Et là, c'est un peu le même esprit. On se demande de prioriser un IBM parce que l'important, c'est d'aller à fond dans cet IBM pour que ça soit réellement un exercice transformatif pour l'entreprise. Donc vous avez 2 cartes. Je laisse Mathilde en parler. Donc vous avez avec vous 2 cartes, on va vous laisser les lire juste après, mais juste pour vous les présenter un peu dans la structure, pour que vous naviguiez un peu, parce que c'est un peu plus technique que les autres ressources que vous avez. Si je prends par exemple celle de la préservation des ressources, vous avez d'abord la description de ce dont on parle, parce que préservation des ressources, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ici, on parle d'un produit ou service proposé par l'entreprise qui réduit l'utilisation des ressources et où limite les déchets mis en décharge. Donc ça, c'est vraiment la définition. Vous allez voir au niveau des prérequis, ça va venir préciser ce qu'on entend dans cette grande description un peu large. Donc, il va falloir aller lire tranquillement les différents prérequis. Ça va décrire les différents types de produits ou services qui peuvent entrer dans cette IBM-là. Ce qui m'intéresse, c'est de vous parler un peu plus de la partie quelques champs d'action pour tendre vers cette IBM. Cette partie-là, elle est tirée des questions du Impact Assessment sur cette IBM-là. Et elle vous montre un peu ce qu'on va vous demander en termes de mesures, en termes d'intensité, en termes de processus de management mis en place pour être sûr que c'est quelque chose qui est bien inscrit dans votre cœur de métier, qui est durable, qui reste dans le métier, qui n'est pas justement saupoudré ou one shot. Donc on a sur celui-là, on a d'un côté, on va vous demander en fait quelles sont les mesures de la réduction de l'impact environnemental de votre produit ou service. Vous allez pouvoir les lire. Donc on va vous parler de mesures spécifiques que vous pouvez faire. Et ensuite, on va avoir toute la deuxième partie plus à droite sur l'amélioration de la gestion et de la conservation des ressources. Là, ça va être vraiment quel est le processus que vous mettez en place pour être sûr que vous analysez bien ces mesures-là. Vous allez le voir, il y a tout un processus qui est décrit. Ça peut s'apparenter, et d'ailleurs on le voit dans l'exemple de Circular que vous avez juste en dessous. Circular qui est une entreprise qui fabrique des peintures à base de peintures recyclées. Je vous invite à regarder, c'est très chouette. Donc ce processus-là, ça va être toutes les questions d'analyse de cycle de vie. Qu'est-ce que je mets en place pour vraiment mesurer l'impact et prendre des décisions aussi, surtout importantes, liées à ce business model dans l'avenir. Donc voilà, ces fiches-là sont des petites fiches qui vous permettent d'être un peu guidés dans le contenu de ce qu'on appelle un modèle d'affaires à impact. Vous en avez une autre que je vais vous laisser découvrir en autonomie. Voilà, donc là, l'idée, c'est qu'on en a présélectionné 2, mais ça fait partie du process aussi. Hein. Quand on mène des ateliers, il y a quand même une présélection un peu préalable, mais on peut être amené à travailler sur 2 IBM pour en réduire à 1 ou partir de 4 et réduire à 2. Donc là, on va vous laisser 5 minutes et idéalement, vous discutez avec un binôme. Et à la fin de ces 5 minutes, on va vous demander de vous positionner sur un IBM ou un autre. Et on vous demandera de voter. Donc, essayez de réfléchir à comment, en fonction du contexte, en fonction de la nature et du contexte de l'entreprise, vous iriez sur un IBM ou un autre.
Allez, je vous laisse encore 1 minute. C'est un peu mission impossible, hein. Évidemment, vous auriez 2 heures pour réfléchir à tous ces sujets, mais vous êtes des dirigeants efficaces. Donc dans 1 minute, je vous demande de vous positionner. Allez, c'est parti. Un petit peu d'attention. Je sais que vous avez fait le bon choix. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les conversations. Puis alors, on entend des bribes de conversation. Je pense que ce qui est aussi super intéressant quand on fait ce type d'exercice, c'est que ça génère des idées, de la confrontation, des points de vue. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans le processus. Donc là, je vais demander à ceux qui ont choisi l'IBM 1 de se lever. Allez, le courage de vos convictions. Ah ben voilà, je pense qu'on va être sur du moite-moite. Donc, merci. Eh ben, il n'y a pas de mauvaise réponse. Effectivement, honnêtement, on a mis et on a préparé des artefacts qui vous amenaient sur les deux. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ce type de process, il faut aussi objectiver des critères de décision. Et j'ai entendu des bribes d'informations ici et là, mais qu'est-ce qui est activable dans le court terme? Est-ce qu'on part de loin? Quelles sont les actions à mettre en place sur lesquelles on peut déjà construire et sur lesquelles on a déjà des initiatives? Peut-être un des premiers critères, et c'est absolument pas holistique, là, on n'a pas fait la liste de tous les critères, et c'est à définir aussi avec l'entreprise, mais c'est l'alignement avec la raison d'être et l'impact sociétal recherché. Et quelque part, peut-être si vous regardez juste pour orienter vers l'un ou vers l'autre, si vous regardiez la raison d'être de l'entreprise, c'est vrai qu'au cœur de la raison d'être était la préservation de la nature et de l'environnement. Donc on peut se dire, si c'est la raison d'être qu'on a et qu'on affiche, on a intérêt à vraiment travailler après, au cœur de son modèle économique, une façon de le faire. Donc, mais comme je le disais, il n'y a pas de mauvaise réponse, parce que dans les deux cas, cette entreprise Rose Betty va devoir travailler sur ces deux volets. Ensuite, il y a toute une phase, pour faire en accéléré, parce qu'il nous reste que 10 minutes, et puis, mais en termes de processus, après, il y a toute une phase créative d'idéation. C'est-à-dire que, OK, comme le disait Mathilde, l'IBM et le questionnaire va nous permettre et nous donner des champs d'action. Mais après, il faut aller réfléchir. Quelles sont les actions spécifiques à l'entreprise qu'on va aller mettre en place? Sur quelles initiatives déjà existantes est-ce qu'on va pouvoir construire, essayer de pousser plus loin? Quelles sont les nouvelles initiatives qu'il va falloir mettre en place? Et il faut réfléchir ensemble à un système de priorisation. Mais c'est là où, à nouveau, la beauté des outils qui nous sont donnés par Bilab et de la base de données qu'on est en train de structurer va aider. C'est qu'on a travaillé en termes de base de données sur un échantillon de plus de 200 entreprises qui répondent, et des entreprises qui sont leaders sur chacun de ces 23 IBM et qui sont une source d'inspiration phénoménale sur les actions à mettre en place. Donc c'est pour ça qu'après, il y a tout un travail et plusieurs rounds d'idéation pour aller se nourrir et réfléchir aux actions et aux initiatives de mettre en place. Sans vraiment rentrer dans le détail, par exemple Picture, qui est une entreprise certifiée B Corp, qui est une des meilleures sur les scores IBM de préservation des ressources, a beaucoup travaillé bien sûr sur les matériaux, hein, comment sortir des matériaux dérivés du pétrole, aller mettre des programmes d'innovation en place pour avoir et utiliser des matériaux biosourcés. Mais aussi, ce sont ceux qui ont travaillé, et ça vient impacter la préservation des ressources, sur le modèle de l'allocation. Donc, on a des informations assez précises sur ce qui a été fait, et ça, c'est des sources d'inspiration sur les techniques, sur les innovés, sur les partenariats qu'ils ont pu mettre en place et qui peuvent demain aussi servir votre entreprise dans sa réflexion. Et après, tout l'objectif est d'aller réfléchir à quelles sont du coup les transformations qu'on va mettre en place. Une fois qu'on a imaginé les actions, les initiatives à aller développer, c'est recomprendre que ça soit à nouveau au travers d'une sorte de modèle économique visualisé de cette manière-là, ou de réflexion autour de sa chaîne de valeur, ce que ça vient changer. Il faut réfléchir à quels sont les impacts et qu'est-ce qui vient changer. Parce que on dit toujours, là, quand on travaille concrètement sur un cas d'entreprise, on ne passe pas vraiment d'un modèle économique
à un autre. On passe d'une visualisation et d'un modèle économique, mais à des transformations de processus. C'est-à-dire on va peut-être avoir un nouveau modèle de production. Si je prends le cas de Picture que je présentais juste avant, donc on a un nouveau modèle de production qui est plus circulaire, avec des utilisations de ressources, moins de déchets et tout ça, mais on a aussi un nouveau modèle de vente et de distribution au travers de la location de ces vêtements. On a un nouveau modèle de marketing et de communication, parce que demain, il y a tout un nouvel imaginaire à créer et un modèle à rendre attractif, celui de la location, auprès des consommateurs. Et c'est tous ces nouveaux modèles au sein de votre modèle d'affaires auxquels il est important de réfléchir, de modéliser, de tester. Et après, on en reparlera de comprendre la faisabilité industrielle, technique et financière. Et un point super important que je veux rapidement mentionner, et ça rejoint un des points de Mathilde, c'est l'importance aussi de mesurer les impacts. Parce qu'il y a souvent des fausses bonnes solutions. Si je reprends l'exemple de location de Picture, ils se sont vraiment questionnés, ils ont mesuré quelle est la réduction de l'empreinte carbone du modèle de location par rapport au modèle, et ce n'est pas substituable, hein, ils ont vocation à vraiment le démocratiser, que ça ne représente pas 0,2% de leur chiffre d'affaires et le reste c'est de la vente. Donc déjà ils ont une ambition de démocratiser ce modèle, mais ce faisant, ils voulaient être sûrs que l'impact de décarbonation était bien réel. Et c'est en allant creuser ce modèle-là et en mesurant les impacts qu'ils se sont aperçus qu'il y avait une faille, et que si jamais les consommateurs prenaient 2 fois la voiture, une fois pour aller louer la veste de ski et une fois pour la ramener, ça anéantissait les réductions d'empreinte carbone par rapport à y aller une fois pour acheter le vêtement. Donc l'impact est important. Et du coup, quand je dis qu'on travaille sur les externalités négatives, ils ont fait un nouveau round d'itération et ils ont compris qu'il fallait penser une logistique ultra optimisée, et que finalement, d'envoyer au travers d'un processus de logistique optimisé le vêtement chez le consommateur, ça permettait de quand même avoir une réduction de l'empreinte carbone. Bon, c'est juste un détail, mais c'est pour dire que c'est super important qu'il n'y a pas de modèle qui immédiatement n'a pas d'externalité négative et qu'il faut se challenger et que c'est un véritable process d'itération. Voilà, et après, bon, je ne vous apprends rien que comme tout processus d'innovation, on va chercher à travailler sur les axes prioritaires, on va embarquer ces parties prenantes, on va souvent devoir aller chercher des partenariats aussi à l'extérieur, internaliser peut-être des nouvelles compétences, et surtout, c'est de l'itération et du test. Assez rapidement, quand on travaille sur des nouveaux modèles économiques, il faut aller tester sur le terrain pour éviter et débugger notamment toute forme de biais de confirmation. On est auto-convaincu que la manière de procéder et qu'on a mis en place fonctionne, et il faut aller tester, il faut aller se confronter au réel pour ensuite revenir et réitérer. Voilà, et ça, c'est des processus qui peuvent prendre, en fonction de la nature des transformations, de 6 mois à 2 ans. Voilà, on voulait se laisser quand même 5 minutes pour des questions-réponses. Je te laisse conclure. Oui, peut-être très rapidement. Donc, tout ce qu'on vous a montré là aujourd'hui, c'est tout ce support d'atelier, ce contenu d'atelier. Ça a été développé dans le cadre d'IBM Series dont je parlais tout à l'heure. L'objectif, c'est vraiment que ce support qu'on est en train de développer, qui est encore en construction, soit disponible sous licence d'ici la fin de l'année pour toute entreprise, tout consultant qui veut le mener avec ses clients. Et qu'on commence à tester cet atelier, nous, en vrai, avec les cartes choc, etc., avec nos clients et notamment avec les entreprises sponsors du programme. On est également en train de développer toute la base de données d'études de cas qui va être disponible sous peu sur le site de Bilab Europe à la rentrée, enfin en 2024. Et donc, et ça va vraiment, enfin, on continue à un peu ajouter des exemples au-dessus des 200 exemples qu'on a déjà développés, dont Sophie a parlé. Et là, l'objectif, c'est vraiment de continuer à analyser comment des entreprises arrivent à combiner, à rendre indissociable création de valeur et création d'impact. Donc voilà, on est au stand 69, Utopie, donc n'hésitez pas à venir nous voir à la fin ou dans l'après-midi, on sera là. Et on sera ravis de vous reparler de ces ateliers, du travail qu'on peut mener ensemble, si ça vous intéresse pour vous, pour vos entreprises ou pour vos clients. Et puis surtout, si certains de ces outils, alors il y en a plus que ce qu'on vous a présenté rapidement, mais vous intéressent, donnez-nous votre nom, votre adresse, et une fois qu'ils sont complètement complétés et qu'on peut proposer le jeu, les cartes et tout ça, on vous contactera. Merci de votre écoute. Merci.